il y a fait partie du peuple des Amazones. Voilà qui explique certaines choses. Bon, c'est un épisode qui se centre sur beaucoup de trucs. Je vais rapidement parler de ce qui se passe par rapport à Tyrion, déjà, puisqu'il est emporté par Jorah, qui l'a capturé pour l'amener à sa reine, c'est-à-dire Daenerys. Donc voilà, il le met sur un radeau en catimini la nuit. Pour l'amener, il lui ôte son bâillon pour qu'il parle un petit peu, et il l'énervera au bout d'un moment, ce qui fera qu'il l'assommera. Donc on voit que Tyrion a pas perdu sa verve, et ouais, quoi, c'est une petite conversation rapide pour mettre les choses au clair, comme quoi, ouais, il a été disgracié, il espère un petit peu, en emmenant Tyrion, pouvoir se racheter auprès de Daenerys pour son acte. Et j'ai le sentiment, la façon dont il présente ça, que on n'expliquera pas d'où venait le mot qui a informé Daenerys et compagnie qu'il travaillait pour Robert Baratheon. J'ai le sentiment que c'était juste, ouais, il fallait que ça vienne pour cette espèce de scission, et voilà. J'ai le sentiment que ça va être ça, et vous voyez, c'est un manque un petit peu important, je trouve. Peut-être que je me trompe, peut-être qu'on aura une réponse. Mais bon, ouais, j'ai du mal à imaginer comment ça va bien se passer pour lui, quoi. J'ai le sentiment que ce sera pas suffisant. Cela dit, avec ce qui se passe du côté de Daenerys, peut-être que elle sera plus encline, elle aurait accepté. Je ne sais pas, faut voir un petit peu comment elle va réagir à ça. Mais voilà, du côté de Daenerys, elle a une petite conversation un petit peu intime avec Selmy, qui se rappelle un peu du bon vieux temps, quand il a connu leur père ou leur oncle, je sais plus, c'est Rhaegar. J'ai du mal à suivre à quel nom correspond qui, mais bon. Il raconte un peu son passé avec Rhaegar Targaryen, ce qu'il faisait avant, comment ils étaient proches, etc., histoire de créer un bon petit moment de lien, et c'est le genre de truc qui crie un petit peu red flag, surtout par rapport à ce qui se passe juste après. Mais bon, juste avant ça, on remet sur le tapis le souci des arènes. Il y a le même mec d'avant qui avait proposé de remettre en avant les arènes, qui repropose ça, c'est-à-dire que oui, les arènes c'est très important, ça permet de mieux souder les gens, et ce serait pas la solution mais un début de solution pour éviter davantage de conflits. Et apparemment, elle est toujours contre ça, Daenerys. Ou pas, nous verrons. En tout cas, après ça, il y a la grande attaque des fils de la Harpie. Est-ce que c'est la dernière attaque ou est-ce que c'est juste une attaque à part? Nous verrons, mais voilà, c'est une attaque à grande échelle, puisqu'ils s'en prennent à pas mal de soldats, ils tuent quelques pugnés, puis après ils sont attaqués, ils prennent un petit peu en embuscade des Immaculés et en tuent une bonne partie. Il y a même Vergris qui est mis en très mauvaise posture, mais Selmy à la rescousse pour le sauver à la dernière seconde, et c'est lui qui finira par crever dans une dernière bataille héroïque. Et ouais, fin du personnage, il meurt. Qui est assez fort en termes de mise en scène, je le reconnais, parce qu'on va vraiment se battre jusqu'au bout, à 1 contre 7 ou 8, un truc comme ça quand même, c'est pas rien du tout, et grâce à lui, Vergris parvient à s'en tirer. Il est gravement blessé, mais apparemment il va survivre. Bon, je dis apparemment parce qu'on le voit tomber dans les pommes, et c'est fin de l'épisode, donc je pense qu'il va s'en sortir, mais voilà, quoi, c'est très bon en termes de mise en scène. Après, le souci que j'ai avec ça, c'est que ouais, ça sent vraiment le truc qui a été mis en place dans un épisode. Il fallait que ça se mette en place dans cet épisode. Genre, le personnage avait plus grand chose à apporter, il fallait qu'on crée un peu de drame, il faut qu'on le tue, quoi. Donc, on met ça en scène très acceptablement au sein même de cet épisode, mais il n'y avait pas grand chose pour laisser présager ça, quoi. C'est la petite mort-choc qu'il fallait montrer dans l'épisode, parce que ça faisait 1 ou 2 épisodes qu'on n'en avait plus fait, un truc comme ça, sans doute. Je sais pas trop, c'est le détail. Sinon, ouais, c'était pas trop mal, c'était vraiment pas mal dans la mise en scène à nouveau, en termes de combat, d'action, c'était très fort. Et oui, Selmy termine son personnage avec les honneurs, je le reconnais. En parlant d'honneur, on va parler de Jon Snow et de ce qui se passe au camp. Il y a beaucoup de choses qui se passent autour de Jon Snow, où donc il continue d'entraîner un petit peu les recrues, etc., en sa qualité de Lord Commandant. Et il y a même un petit passage que j'ai trouvé intéressant, où il doit accepter qu'on lui envoie de nouvelles recrues, parce que avec tous ceux qui sont tombés lors de la bataille il y a quelques épisodes, ils sont un petit peu en sous-effectif. Donc voilà, il doit signer des papiers qui promettent d'envoyer des gens à leur fort, et il tique un petit peu lorsque il voit le dernier nom de seigneur qu'il propose, c'est-à-dire Bolton. Ah oui, il a un peu de rancœur contre lui, c'est assez logique, mais à contre-cœur il finit par accepter, parce que oui, il y a besoin
besoin d'hommes et Sam le convainc un petit peu. C'est un moment assez fort qui rappelle bien l'animosité qu'il y a entre les différents clans et le fait qu'il y a certaines choses, certaines concessions qu'on doit faire une fois de plus. Bon, suite à ça, il y a Mélisandre qui vient lui rendre visite pour essayer de le convaincre une dernière fois de se joindre au combat pour libérer le Nord, pour représenter les Stark, etc., etc. Et sa façon de le convaincre, c'est « baisez-moi ». En gros, c'est ça. Tenez, regardez ce que le Maître de la Lumière nous a offert. Vous un homme, moi une femme. Voilà ce qu'on peut faire. Et elle se fout à poil devant lui et Jon Snow dit, ouais, c'est très sympa, mais j'en ai mis une autre et c'est encore un peu vrai. C'est encore un peu vrai, merci quand même. Et Mélisandre, ouais, il essaye de se la jouer. Je sais tout mieux que tout le monde, mais tout ce que t'as fait, c'est essayer de la gripper en couchant avec lui. Je vois pas en quoi c'est si extraordinaire que ça, hein. Après, elle se prend de haut en répétant les mots qu'elle a dit, Ygritte, à plusieurs reprises, c'est-à-dire, you know nothing, Jon Snow. Genre, elle l'a vu grâce au Maître de la Lumière ou un truc comme ça, sans doute. Ou alors c'est une coïncidence. Mais bon, en tout cas, je trouve que sa façon de le prendre un peu de haut par rapport à son refus, ça fait vachement prétentieux de ta part, hein, parce que c'était pas très intelligent ton approche, hein, vraiment pas intelligent. Tu crois quoi? Simplement en couchant avec n'importe qui, il fera tout ce que tu veux. Je sais qu'on est très simple nous les mecs, mais à ce point-là, je pense que c'est un peu réducteur, un petit peu réducteur de ta part. Voilà, c'était bizarre cette scène, je pense que c'était bizarre. De la part de Mélisandre. Après, il y a une autre scène que j'ai appréciée autour de Stannis et de sa fille Shoryn, où peu de temps avant, il y a sa mère qui met davantage en avant le fait qu'elle a honte d'elle parce que c'est pas un fils qui pourrait reprendre le flambeau, les armes du clan Baratheon, et aussi parce qu'elle est difforme, hein, elle a un visage touché par la léprose. Et c'est là qu'après ça, il y a une scène où Shoryn vient le voir en lui demandant s'il a pas honte d'elle. Et il raconte un petit peu tout ce qu'il a vécu lorsqu'elle était malade et tout ce qu'il a fait pour qu'elle reste près de lui, et pour bien préciser, pour bien montrer que il la considère totalement comme sa fille, il ne veut pas qu'elle s'éloigne de lui. C'est un très beau moment, je reconnais, où on montre bien qu'il est attaché à sa fille, comme on l'avait vu avant à quelques reprises. Très bon moment entre ces deux-là, j'ai bien apprécié ça. Du côté de Sansa, elle est un petit peu de retour chez elle, donc elle se remémore un petit peu le passé dans les catacombes, où on revient un petit peu sur ce qui avait été fait dans l'épisode 1 de la saison 1, ce me semble. Il y avait une scène entre Robert et Eddard, et qui revenait un petit peu sur le passé, sur ce qui s'est passé avec Lyanna, qui était promise à Robert, etc. Et là, on revient un peu là-dessus. Baelish vient la voir et lui raconte un petit peu ce qui s'est passé, comme quoi il était là. Il était présent lorsque Rhaegar a jeté son dévolu sur Lyanna. Et on fait un petit peu... On refait rapidement le monde entre ces deux-là en se demandant ce qui aurait pu se passer si ça ne s'était pas passé comme ça, s'il ne s'était pas intéressé à Lyanna. Et si ça se trouve, ça aurait changé énormément de choses. J'apprécie, une fois de plus, qu'on appuie toute la backstory, tout le passif de cet univers, comme quoi il s'est passé beaucoup de choses avant, et comme quoi, oui, tout ce qui s'est produit, c'est vraiment un enchaînement de décisions qui ont été prises, les unes à la suite des autres, et si ça se trouve, si dès le départ, il y avait une telle décision qui n'avait pas été prise, eh bien tout ce qui s'est passé après n'aurait sans doute pas eu lieu. J'apprécie ce genre de petites réminiscences, de petites visions du passé qu'on a de temps en temps, c'est cool de le montrer ça. Enfin bref, Baelish vient lui apprendre qu'il doit partir, parce que, oui, il a été convoqué par Cersei, il ne veut pas trop attiser les soupçons de sa part. Donc apparemment, Qyburn n'est pas aussi à l'écoute, hein, n'est pas aussi conscient de ce qui se passe partout dans le monde que Varys. C'est déjà bon à savoir. Et donc, il veut donner l'échange en partant et en laissant Sansa seule, en lui présentant les diverses options qui se présentent à elle. C'est-à-dire que maintenant, dans la situation qui se passe, soit Stannis viendra s'occuper du coin, étant donné que votre père s'est montré
de son côté, il vous nommera gouverneur de Winterfell, soit il viendra pas, soit il perdra, et donc à ce moment-là, vous serez au bras de Ramsay et vous pourrez essayer de le manipuler. Alors, il dit ça, Baelish, je suis sûr qu'il sait pas exactement comment est Ramsay hein, pour déclarer ça comme ça, hein. Mais bon, c'est compréhensible, il est pas censé savoir tout sur tout. D'autant plus que, ouais, ce qu'il a comme avantage, Ramsay, c'est qu'il sort vraiment de nulle part. C'est-à-dire qu'on le voit pas venir, etc. C'était un bâtard qui s'est hissé assez haut après, avec ses décisions assez audacieuses, pour rester poli. Et donc, ouais, il a quelque chose d'assez fortiche que n'avait pas Geoffrey. C'est-à-dire, Geoffrey, on lui a tout servi sur un plateau. Lui, c'est un sale connard fini, mais il est actif. Faut dire ce qu'il est actif. Il se jette dans l'action pour avoir ce qu'il veut. Et ce qui fait que, ouais, il peut encore surprendre, et donc ça sera pas si simple que ça pour Sansa de le manipuler comme Baelish le prévoit, si c'est par là que ça veut partir. Enfin bon, il lui fait ses au revoir en lui disant qu'il reviendra à un moment ou un autre, et en lui disant de rester courageuse et de faire ce qu'elle peut pour avoir ce qui lui est dû, avoir sa vengeance. Et en lui faisant un bisou, hein, un bisou sur la bouche. Donc, est-ce qu'il y a vraiment une relation intime entre eux maintenant? Et apparemment, oui, ils en parlent rapidement, mais semble-t-il, ouais, son mariage avec Tyrion a été totalement annulé d'une façon ou d'une autre. Je sais pas, il a été déclaré traître au pays ou un truc comme ça, et quand on est déclaré traître au pays, paf, ça fait un divorce direct. Je ne sais pas, c'est bizarre. C'est un peu bizarre, ils le mettent pas en avant ça. Enfin, j'espère qu'ils feront quelques mots là-dessus. Au moins, ils diront quelques petits mots là-dessus. En tous les cas, c'était pas mal pour appuyer la chose, appuyer ce que va subir Sansa dans les épisodes à venir. C'était un moment pas mal entre ces deux-là. Bon, maintenant il nous reste à voir les deux gros morceaux. D'une part, à Port-Réal avec Cersei qui se fait renseigner par le père Tyrell qu'elle doit rembourser une partie de la dette qu'il doit à la Banque de Fer. Et ils sont un petit peu à court. Hein. Ils n'ont pas suffisamment pour rembourser ce qu'on leur demande. Et c'est pour ça qu'elle décide d'envoyer donc le père Tyrell, accompagné par Mérine, c'est ça le chef de garde, le connard qu'on a vu à plusieurs reprises, qui était contre Tyrion, qui a normalement tué Silvio Forel, etc., etc. Enfin bon, le mec qui est là présent depuis le début, pour qu'il se rende à la Banque de Fer, parler en direct, en personne, et essayer de négocier avec eux. Voilà, donc étant donné que, il me semble, ça se déroule à Bravos, c'est à Bravos la Banque de Fer, il y a peut-être possibilité que Mérine et compagnie tombent sur Arya. Ce serait intéressant, surtout que Mérine, c'est l'un des rares noms qui restent dont Arya veut se débarrasser. Ce serait cool que ça se passe comme ça. Enfin bon, nous verrons. Et sinon, elle se centrera un petit peu sur le pouvoir à donner aux moineaux, c'est-à-dire le clan du moineau, les religieux qui ont montré leurs bonnes œuvres avant et leur mécontentement face au comportement pas très cléricaux, entre guillemets, et elle décide de leur accorder un peu plus de pouvoir en leur allouant une petite armée, la foi militante comme ils l'appellent, où donc ouais, il y a une petite armée qui obéit aux moineaux, donc c'est maintenant les représentants de la foi de Port-Réal, semble-t-il, et qui vont un peu juger les actes non religieux, qui ne sont pas du tout catholiques. Et ouais, ça me fait du mal d'avoir dit du bien de ce type avant, comme quoi il est dédimuni, tout ça, parce que maintenant il va dans des extrêmes assez atroces. Genre, il casse, il détruit directement tout ce qui n'est pas très catholique, et ils s'en prennent à tous ceux qui vont au bordel, parce que voir des filles de joie, c'est pas bien. Et ils s'en prennent pas seulement bêtement à eux en leur disant « Ah, c'est pas bien ce que vous faites, barrez-vous de là ». Non, 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 ils les butent carrément. Ah, vous êtes au pute, on vous bute. Et il y a un autre truc qui réprouve, c'est l'homosexualité. Donc ils viennent coffrer l'Horace parce qu'il est maintenant très connu comme étant homosexuel publiquement, semble-t-il. Et voilà, il est enfermé par la foi chrétienne, la foi catholique, je sais plus exactement. Et ouais, c'est... Ça me fait vraiment du mal d'avoir dit du bien de ça, parce que apparemment c'est quelqu'un qui, dès lors qu'il a le pouvoir, alors, l'utilise très mal. Comme les autres en fait. Comme ceux qui critiquaient avant. Et bon, c'est pas un hypocrite, c'est-à-dire que lui il croit de façon très directe, c'est un fervent religieux
de sa foi. Seulement, oui, qu'en étant fervent, on peut être un connard introduit qui en fait trop, qui est excessif. Et je sais pas, c'était pas l'impression qu'il m'avait donné au départ, mais maintenant, ça a l'air bien parti pour être ça, quoi. Une grande inquisition religieuse, ça sort, pas de nulle part, puisque c'est vraiment introduit dès le début de cette saison, mais ouais, c'est pas vraiment un des conflits que je m'attendais à voir, mais ça va être là. Est-ce que ça va être bien géré? En tout cas, pour l'instant, ça met un peu en avant Tommen, parce qu'elle est pas contente, Marjorie, que son frère ait été enfermé par cette foi militante. Donc, il demande un petit peu à Tommen de faire en sorte qu'il soit libéré. Tommen, pour qui j'ai beaucoup de peine dans cet épisode, vraiment, parce qu'il essaye de remplir son rôle de roi, alors qu'il a personne pour l'épauler, en fait. C'est-à-dire que, ouais, il y a Marjorie qui le commande de faire quelque chose sans trop l'appuyer, sans lui donner vraiment de conseils. Il y a sa mère qui lui dit qu'elle y peut rien, donc il faut que toi-même tu t'ailles les voir directement pour régler ce problème. Et lorsqu'il vient les voir, la foi militante dit merde, pas tout de suite, notre chef prie, revenez plus tard. Et ouais, il y a ce conflit dont il veut pas parce que c'est quelqu'un qui est très gentillé, hein, Tommen, c'est vraiment pas ce qu'il veut. Et le mec, il est mis devant un conflit qui, s'il le lance lui-même, occasionnera beaucoup de pertes. Et en plus de ça, on remet en avant sur le tapis qu'il y a des rumeurs qui sont vraies sur le fait que c'est un bâtard. Hein, oui, parce que, oui, étant donné qu'il est sorti pour ça, il y a des gens qui l'insultent dans la rue, et je trouve ça dingue que ça ne vienne que maintenant. Ça, c'est un truc qui m'a un petit peu, qui m'a toujours un petit peu fait tiquer dans les saisons 3 et 4, c'est-à-dire le fait que ce soit plus du tout mis en avant par la populace, quoi. On voit pas une seule seconde la populace en vouloir à Geoffrey et le traiter de bâtard par rapport aux rumeurs qui couraient sur lui, mais maintenant c'est remis en avant. Alors j'en sais rien, peut-être parce que Tywin est mort. Maintenant que Tywin est mort, celui qui faisait en sorte que les Lannister pouvaient tenir bien, maintenant qu'il est mort, lui, c'est plus facile, les gens ont moins peur de le faire. C'est peut-être ça, c'est pas impossible que ce soit ça. En tout cas, oui, j'ai de la peine pour lui parce que vraiment, il a rien demandé, ce petit, quoi. Il est mis sur le pouvoir sans avoir rien demandé, il a personne pour le guider, il doit faire tout ça tout seul, il sait pas quoi faire parce que c'est quelqu'un qui veut clairement pas verser le sang, et donc lorsqu'il rentre bredouille de ses demandes devant Marjorie, elle sent qu'il n'y a rien à faire avec lui, elle dit il faut que je demande l'aide de ma grand-mère parce que je peux rien tirer de toi, hein. C'est pas comme ça qu'elle le dit, mais on sent clairement qu'elle le fait, et vraiment j'ai de la peine pour Tommen. Ouais, le mec qui essaye de faire avec les capacités qu'il a et qui a clairement pas envie de se lancer dans du conflit, j'ai vraiment de la peine pour lui, quoi. Voilà, c'est très intéressant de remettre en avant quelqu'un qui est innocent dans ce genre de configuration, on lui donne le plein pouvoir, et où c'est vraiment pas comment gérer ce genre de choses. Et on sent que Cersei, en prenant cette décision de donner une armée aux moineaux, a vraiment un petit peu envisagé les conséquences, comme quoi, étant donné que l'homosexualité est mal vue, sans doute ça allait s'en prendre à l'Horace, et c'était une façon de remettre les pendules à l'heure, de se faire un petit peu un nom en dehors de Marjorie, pour la contrer un petit peu. C'est vraiment ce jeu de pouvoir qui se fait entre elles, et Tommen qui est pris au milieu, et c'est pour ça que j'ai de la peine un peu pour lui. Voilà, c'était pas mal, c'était vraiment pas mal, ça. Faut voir un peu comment sera gérée cette espèce de foi militante. Sur le coup, ça peut promettre comme ça peut être un pétard mouillé. Hein, ça, nous verrons bien. Il ne nous reste plus qu'à voir la partie qui prend le plus de temps dans cet épisode, il me semble, entre Jaime et Bronn. Ça va être le duo central de cet épisode, quasiment, où voilà, ils sont en chemin, en bateau pour Dorne, donc ils ont passé un petit marché pour s'y rendre, etc., incognito, ça se passera pas très bien, mais bon, et il y a des conversations entre Jaime et Bronn très intéressantes, qui mettent un petit peu en avant leur vision différente du monde, comment ils s'envisagent de partir, s'ils doivent mourir, comment ils voudraient mourir, etc. Ils mettent un petit peu Tyrion sur le tapis et Jaime affirme de façon assez claire que il a trahi sa confiance en tuant son père et que la prochaine fois qu'il le verra, il le butera.
Donc ouais, cette espèce de lien fraternel entre eux, c'est foutu, semble-t-il. Et ouais, c'est pas mal de bons moments comme ça, entre ceux-là. Et j'ai pas grand-chose à en dire, c'est de la bonne conversation, une bonne dynamique de duo. Il y a du combat aussi, c'est un truc qui est bien réussi dans cet épisode, c'est les combats. Il y a des combats intenses à Myrrine contre les fils de la harpie, et il y a un combat assez intense avec Bronn et Jaime contre 4 soldats de Dorne qui les aperçoivent, qui les repèrent un petit peu, et qui était assez intense aussi, puisque il doit se battre en étant totalement diminué, une fois de plus, Jaime, et il arrive quand même à s'en tirer en étant seulement gaucher. C'était un bon petit moment, et vraiment niveau action, c'était super bien foutu cet épisode. Mais voilà, il y a beaucoup de scènes entre Bronn et Jaime qui sont très fortes là-dedans, qui cimentent bien ce petit duo qui doit partir pour aller sauver Myrcella, la fille et nièce de Jaime. C'est très intéressant, c'est très bon à cause de là. D'ailleurs, parallèlement, on aura une petite scène avec Elia qui prévoit toujours de se venger de la famille Lannister pour ce qu'ils ont fait et qui vient voir. Alors, c'est pas que ses filles, il me semble. Dans l'eau, il y a seulement des filles d'Oberyn. Semble-t-il, je ne sais pas trop. Ou alors c'est tous les enfants d'Oberyn et d'Elia. Ça n'a pas été super clair. En tout cas, voilà, elle vient voir 3 filles qui sont clairement des Amazones. C'est clairement typiquement des Amazones, quoi. Elles savent super bien se battre. Elles ont vraiment le look type Amazon. Ah, je suis une guerrière, tout ça, tout ça. Il faut qu'on se venge d'eux. Ils ont capturé hors champ le mec avec qui Jaime a passé un marché, donc elles savent ce qui se passe, ce qu'il prévoit de faire, et elles se disent ah il faut qu'on enclenche une guerre avant qu'il puisse sauver Myrcella et que ça ne soit plus disponible pour nous. Donc va y avoir cette espèce de double mission incognito qui se fera, où un groupe voudra sauver une Lannister, l'autre voudra la tuer, quoi. Alors c'est pas inintéressant, après je trouve que c'est amené un peu vite. Genre Oberyn comme ça maintenant il a 3 filles qui sont super douées, des super guerrières. Ok, il y a même une d'entre elles qui fait un grand discours comme quoi et il l'a inspirée pour devenir une guerrière quand elle était plus jeune, etc. Et sans doute je suis censé avoir un peu l'intérêt pour elle, mais ça va un peu vite quoi cette présentation des personnages quoi. C'est pas des mauvais personnages en soi du peu que j'en ai vu, mais c'est juste que ça va un peu vite pour vraiment grandement m'attacher à ces personnages-là, quoi. En tout cas, on verra, hein, peut-être qu'elles arriveront à être intéressantes de ce qu'on verra par la suite. Mais voilà, c'est vraiment un épisode bien. Voilà, pas sensationnel, il n'y a pas de grands moments forts, à part les combats, je reconnais, mais il y a pas mal de dynamiques de groupe, de duo, de conversations qui passent très bien. Et c'est un épisode très efficace. On verra ce qui se passe par la suite. À bientôt pour l'épisode 5. Bye!